Alors là, on va quitter un petit peu le huge data, les GAFA, et on va revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, si je puis dire. Malgré la digitalisation des relations commerciales, le commerce de proximité résiste. Dans l'alimentaire, les consommateurs ont besoin d'être rassurés, de voir, de toucher, de sentir les produits. Je vous propose d'écouter dans un bref instant Laurent Vidal. Il est le chef de projet en charge du développement des magasins frais d'ici. On en a parlé un petit peu ce matin chez InVivo. InVivo, c'est le premier groupe coopératif français d'achat, de vente et de services dans le secteur agricole. En partenariat avec 4 coopératives agricoles du sud-ouest de la France, InVivo a donc lancé Frais d'ici. Ce projet joue la carte du rapprochement et de la transparence entre les consommateurs et les producteurs. Il s'agit de proposer des produits locaux au meilleur prix possible, à des prix qui sont presque proches de ceux que l'on peut trouver dans la grande distribution. Le premier magasin Frais d'ici a ouvert ses portes en octobre 2014 à Portet-sur-Garonne, en Midi-Pyrénées. Une deuxième ouverture est prévue à l'automne 2015, près de Dijon, à Chenôve précisément. Laurent Vidal, si vous voulez bien nous rejoindre sur cette scène. Vous allez maintenant nous expliquer le concept Frais d'ici. Bonjour à toutes et à toutes. Alors j'ai une mission pas simple, un pays très ancré dans la gastronomie. Il faut que j'arrive à vous mettre en appétit parce qu'on approche de l'heure du repas. Alors, au niveau de ma présentation, je vais vous faire un petit peu la genèse d'où vient ce projet. Et ensuite, vous verrez en vidéo la réalité et le retour des clients sur les premiers résultats de ce premier magasin qui a ouvert, comme vous le disiez, le 15 octobre à Portet-sur-Garonne, dans le sud de Toulouse. Donc tout d'abord, le cheminement du projet Alix pour alimentation de proximité vers l'enseigne qui a été déterminée Frais d'ici. Il s'est fait en tenant compte déjà d'une notion de contexte, puisqu'il en a été longuement parlé ce matin, mais il y a un foisonnement autour des initiatives, autour des circuits courts et des produits de proximité. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de termes qui s'entrecroisent et parfois s'opposent un peu entre circuits courts, locavores, produits locaux. Donc toujours est-il qu'il y a un développement de la vente directe, des points de vente collectifs, des plateformes de marché, des AMAP, des produits locaux labellisés équitables bio. On voit apparaître de nouveaux labels, entre guillemets, où les régions sont mises à l'honneur, où des pratiques plus équitables sont mises également à l'honneur. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on va vers une consommation où, on le disait, le consommateur devient acteur de ses achats. Parallèlement à ça, on a évidemment une réaction de la grande distribution aux attentes des locavores. Alors c'est une réaction très marketée avec l'appui d'agences spécialisées. Donc quelques exemples que vous voyez tous ou que vous avez tous vus en faisant une fois vos courses dans des grandes surfaces. Alors il faut savoir que forcément les coopératives agricoles sont associées à ce type de démarche, puisque les coopératives représentent plus de 40% de l'agroalimentaire au niveau français. Ensuite, il y a un soutien des pouvoirs publics aux collectivités territoriales pour faire vivre cette agriculture locale qui finalement, il ne faut pas l'oublier, fait l'entretien du paysage français que nous connaissons. Soutenir cette économie de proximité et la notion de préservation de l'environnement. Et il y a eu un développement d'enseignes de multifrais, à l'image de Grand Frais, Otera ou Carédéal, Otera et Carédéal étant plus dans le nord, qui démontrent qu'il y a vraiment une attente du consommateur sur une qualité autre des produits, puisque ces enseignes se sont développées sur les faiblesses de la grande distribution, à savoir qu'à l'époque, elle traitait le frais comme elle traitait les boîtes de conserve. Donc par rapport à ça, il y a différents chiffres, beaucoup ont été évoqués ce matin, mais il y en a qui sont parlants. Près de 8 Français sur 10 disent chercher plus l'origine des produits qu'il y a 5 ans. Il faut savoir qu'une exploitation sur 5 aujourd'hui fait de la vente directe. Donc forcément, par rapport à toutes ces données, il s'est posé la question de se dire, est-ce que ces notions de circuits courts et de produits locaux, c'est une tendance de fond ou c'est juste un phénomène de mode? Donc, de ces éléments-là sont venues les interrogations sur quel rôle peut avoir la coopération agricole et notamment son union de coopératives InVivo qui regroupe 223 coopératives et quelles étaient vraiment les opportunités économiques. Donc, une étude Exerfi mettait en évidence, suite à une demande de la coopération agricole, le fait que la proximité était vraiment un axe stratégique prioritaire pour la coopération.
Donc tout cela a généré des études pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ce type de concept. Donc pour ce faire, il fallait garder en tête que sur le développement des circuits courts, il y avait 5 contraintes fortes, 4 qui s'imposaient aux consommateurs et une qui était du ressort des agriculteurs. Le premier, c'est la distance entre les lieux de production, qui est plutôt en campagne, et les lieux de consommation. Donc ça limitait le développement de ces circuits courts auprès de populations urbaines, là où est la population. Le deuxième, c'est la spécialisation de l'offre sur quelques types de produits, qui oblige forcément les consommateurs à fréquenter plusieurs types de commerces. C'est le cas des magasins de producteurs, où souvent c'est un regroupement de producteurs et ils ne vont proposer souvent que leur propre production. Le troisième point, c'est que les productions agricoles en France ne sont pas réparties de façon équitable en fonction de là où vive la population. La Bretagne est un gros territoire d'agroalimentaire. Le quatrième point, c'est le désir grandissant des Français de consommer de plus en plus de produits transformés et non pas forcément que des produits bruts. Et en fait, le cinquième qui incombe aux producteurs, c'est qu'à un moment donné, produire, transformer et vendre sont 3 métiers spécifiques et qu'il faut savoir quelle est la part de la population qui est prête à acquérir ces compétences et si elles en sont capables. Donc par rapport à ça, on se retrouve sur des notions qui s'entrecroisent. Alors on parle de locavorisme. Il faut savoir que le terme locavore est apparu en 2005 aux États-Unis. Il définissait un cercle de 160 km autour du lieu de vie. Ensuite, on a la notion de région et de terroir. Là, on est plus sur la notion du local avec une culture, des coutumes, des particularités. Et enfin, on a l'offre Made in France, portée notamment à une époque par un de nos ministres avec sa célèbre marinière. Donc par rapport à ça, il a été décidé premièrement d'interroger 11 responsables de coopératives agricoles françaises pour voir quels étaient leurs points de vue sur le fait d'aller dans ce métier de la distribution alimentaire. Et il en est ressorti, premièrement, un vif intérêt théorique, mais une certaine prudence. Bon, c'est assez propre au monde agricole aussi. Donc, les verbatims qui ont été le plus souvent dits ont été une véritable opportunité, une multiplication des études de faisabilité des projets. En tant qu'acteurs du territoire, nous devons être attentifs à des sollicitations, mais cela ne va pas révolutionner la distribution alimentaire, quoique dans une logique prospective. Attention à la bulle de la proximité. C'est un marché pas mûr, pionnier, séduisant intellectuellement, mais un nouveau métier à part entière pour les coopératives. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une étude de 2011. On l'a vu avec le big data et tout ce qui va. On est sur des rythmes qui s'accélèrent énormément. Donc, depuis 2011, il s'en est passé des choses. De l'authenticité dans les initiatives, mais avec pragmatisme, une relation équitable avec les producteurs, des règles de gestion strictes et transparentes, pas nécessairement que des produits issus de coopératives, même s'il y avait un débat à prévoir. Le local, mais pas que, pour construire une offre complète. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il y avait déjà une idée commune qui émergeait de ces 11 responsables, c'était de dire il nous faudrait une offre pour le quotidien et non de niche, au prix compétitif, avec une promesse au contour encore un peu floue, mais avec des zones de convergence. La notion de frais, de qualité, de proximité, le produit avant tout. Ne pas oublier le prix, la relation client, savoir-faire et passion des producteurs et professionnalisme des commerçants, combiner des promesses de proximité de l'environnement, un grand frais de proximité. Suite à cet entretien, il a été fait une étude quantitative réalisée par l'entreprise Côté Client en mars 2013. Le but, c'était de soumettre le concept tel qu'il commençait à se dessiner, à savoir un concept commercial engagé, accessible à tous, où l'on trouve une large offre de fruits et légumes, de produits frais, issus majoritairement d'une production locale à prix compétitif, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour cuisiner. Cette étude devait répondre à 3 points. Premièrement, le potentiel. Deuxièmement, les promesses les plus attractives. Et troisièmement, identifier les cibles prioritaires. La méthodologie a été la suivante. Interrogation d'à peu près 600 personnes qui étaient des responsables des achats, acheteurs de produits frais. Un questionnaire de 12 minutes complété par une étude réalisée sur le terrain. Alors de ça, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Il en est ressorti tout d'abord que 100% de ces personnes-là étaient acheteurs de produits frais et que sur ces 100%, on avait 31% qui étaient convaincus sur le concept, 64% qui étaient hésitants et donc 5% qui adhéraient pas au concept. Par rapport à ça, quand on a étudié la population, on s'est aperçu que les 31% de convaincus représentaient 47% du budget en produits frais qu'on pouvait capter,
quand les hésitants en représentaient 32. Ce qui nous faisait envisager une part de marché théorique de 35, ramenée à 25% d'acheteurs produits frais, puisqu'on venait minorer les hésitants. Alors, si je m'en fie à ce que nous a montré M. Moati, on avait dans votre étude 26% qui voulaient consommer mieux et 20% qui voulaient consommer autant et mieux. Donc, finalement, ce 25, il est cohérent et on pourrait même le transformer en 46. Donc, par rapport à ça, les critères qui étaient recherchés, 46% disaient c'est avant tout le produit, quelque chose de frais, de la qualité, du bon goût, de saison. 38% qui soit local, un produit local, production locale, provenance connue. Et le prix venait en troisième position, 18% sur cet aspect-là. Ensuite, on était sur la consommation responsable à 17%, la curiosité à 16%, le côté pratique à 9%. Alors, il y a des verbatims intéressants. Savoir d'où viennent les produits, de la façon de les produire me rassure. Avoir des produits de très bonne qualité qui n'ont jamais voyagé plusieurs jours, donc d'une fraîcheur irréprochable. J'achète toujours de préférence des produits locaux bio et équitables. C'est pour moi important. Pour trouver des produits locaux et donc de saison, des fruits et légumes cueillis à maturité, de la viande issue d'animaux élevés autrement qu'en élevage intensif. Donc, on s'est intéressé à voir un petit peu qui étaient finalement ces convaincus. Et on s'est aperçu que ces convaincus, c'était quand même 31% de CSP+, contre 24% pour les hésitants. 87 € de budget moyen en produits frais pour cette population-là, contre 76 pour les hésitants. Et la moitié d'entre eux achètent des produits frais plusieurs fois par semaine. Alors on voit que cette population de convaincus recherche déjà des circuits d'achat plus qualitatifs, puisqu'ils sont 36% à acheter sur les marchés contre 23% pour les hésitants, 37% sur les magasins de proximité contre 24% pour les hésitants, et 13% dans les grandes surfaces spécialisées contre 9% pour les hésitants. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc on retrouve des produits de qualité fraîcheur-goût, 30% contre 16% pour les hésitants, une consommation responsable à 25% contre 10% pour les hésitants, 18% de produits locaux contre 8% pour les hésitants, et enfin 46% des produits de saison contre 26% pour notre population d'hésitants. À cette étude quantitative a été rajoutée une étude qualitative sur 43 consommateurs rencontrés sur 3 villes, donc Toulouse, Mâcon et Lyon, via 5 focus group, suivant les habitudes d'achat de produits frais. Donc le premier groupe qui était sur Toulouse était une population d'acheteurs de produits frais essentiellement en grande surface alimentaire. Le groupe numéro 2 de Toulouse, un autre groupe sur Toulouse et sur Mâcon était acheteurs de produits frais essentiellement dans d'autres filières, grands frais, marchés, petits commerçants. Et enfin, un groupe sur la ville de Lyon et de Mâcon était acheteur de produits frais essentiellement dans des filières alternatives, type AMAP, producteurs et coopératives. Tous ces groupes sont arrivés sur les mêmes conclusions, c'est-à-dire que les conditions de succès reposaient sur 3 piliers. Le premier, c'était d'avoir une promesse forte et originale, c'était des produits frais de qualité par le filtre du local. Le deuxième, c'était d'avoir une capacité à bien jouer les balises basiques du rôle de distributeur, l'emplacement, la praticité, le prix, la qualité-prix, le confort de visite. Et troisièmement, appuyer la vocation qualité-prix en accentuant la fonction pédagogique, initiatique du concept, accompagner le bien manger au quotidien au même prix. Donc pour cela, avoir des fournisseurs de produits bruts de bonne qualité à prix raisonnable, agrémenter d'une fonction solution de valorisation des produits par la préparation culinaire. Donc vous voyez que même sur les consommateurs qui recherchent des produits locaux, on est sur le même niveau d'exigence. Alors, je vais vous montrer en vidéo, si vous voulez bien la lancer, à quoi ressemble Frais d'ici. On est dans le magasin Frais d'ici de Portet-sur-Garonne, un magasin qui fait 550 m² de surface de vente. Donc c'est un magasin qu'on qualifierait à taille humaine. On rentre par un rayon fruits et légumes, avec à peu près 150 fruits et légumes de saison. Sur tout ce qui est de saison, on essaie au maximum d'avoir du bassin maraîcher de la région toulousaine. C'est un magasin qui regroupe 2500 produits frais locaux. C'est des produits qui viennent pour 70% de la région Midi-Pyrénées, au travers de 200 partenaires, aussi bien des coopératives que des producteurs, que des artisans. On a un rayon boulangerie-pâtisserie livré par un artisan local, dont les produits sont fabriqués à partir de blé du sud-ouest. On déroule ensuite sur un rayon crèmerie-fromage,
avec quasiment que des produits fermiers. Un rayon boucherie volaille avec 100% de la viande qui vient de Midi-Pyrénées, avec les familles aussi bien viande bovine que l'agneau, que le porc, que de la volaille. On a un rayon cave sur lequel on a 75 références en bouteilles de vin exclusivement du sud-ouest. Et on finit par l'épicerie très régionale sur lequel on est allé chercher ce qui se faisait de meilleur tout en restant dans des prix abordables sans tomber dans l'épicerie de luxe. L'originalité de ce magasin, c'est de proposer à la fois des produits libre-service pour faciliter le parcours de course et que les gens puissent être autonomes et en même temps pouvoir bénéficier d'un service traditionnel, on va dire. Donc on a recruté des personnes qui avaient déjà de l'expérience dans ces milieux-là. On a par exemple un fromager qui avait travaillé pour un grand fromager de Toulouse, notre chef boucher qui est aussi passé par un grand boucher notamment à Paris. Nous sommes des producteurs de viande, nous sommes des producteurs de lait, nous avons d'autres et plusieurs productions, mais nous nous sommes éloignés un petit peu du consommateur. Toulouse est la métropole régionale et recrée du lien entre le pays de Figeac et les consommateurs de Toulouse. C'est porteur de sens et c'est porteur d'activité et de valeur ajoutée qui nous permet de faire vivre notre territoire. Alors les producteurs locaux, donc c'est bien le point phare chez nous. On les met en avant au travers de panneaux producteurs, en fait, tout simplement en présentant leur histoire et leur entreprise et leurs produits. Ce concept nous plaisait beaucoup et donc quand Niveau a proposé de participer à l'aventure, bien sûr il a fallu convaincre le conseil d'administration, mais nos producteurs qui sont dans la transformation animale notamment, nous ont dit c'est un challenge qu'il faut relever. Nous avons décidé d'y aller. Je pense effectivement que ça fait plaisir à nos producteurs d'avoir un contact direct avec le consommateur. Ça crée une ambiance positive qui profite à tout le monde finalement. Et l'idée même de la coopération, c'est de pouvoir partager. Et au travers de l'union de coop, InVivo, c'est aussi permettre de donner et de partager sur l'ensemble des coopératives ce projet de distribution. Donc sur le concept, je passe assez rapidement parce que ça a été parlé en vidéo avec les promesses qui ont été évoquées. Les engagements de l'enseigne qui sont affichés avec les origines de la coopération agricole au niveau du magasin. Cette notion de carte qu'on appelle carte de subsidiarité avec les cercles concentriques qui font qu'on n'oublie jamais qu'on raisonne couverture du besoin client et on va chercher les produits pour être sur la praticité d'achat. Donc, rapidement, les premiers retours clients. Donc en fait, on n'est pas à l'ère du big data encore chez Frédici, donc on a fait une enquête de 400 clients 2 mois après l'ouverture, et on s'est aperçu que 49% des clients venaient pour la première fois, même 2 mois après l'ouverture. Alors c'est lié aussi à un dispositif de communication qui s'était limité à un tract, distribué à 60 000 exemplaires. 49% nous ont découvert en passant devant et 20% par le bouche à oreille. 24% sont venus sur la zone uniquement pour nous, donc c'est ceux qui avaient été touchés par le tract. 35% des enquêtés viennent sur la zone au moins une fois par semaine, 33% au moins une fois par mois. 76% des clients de notre Frédici sur une note supérieure à 8 sur 10. 96% disent qu'ils reviendront chez Frédici, dont 39% une fois par semaine et 95% conseilleraient Frédici à des amis. Sur les principales raisons de venue, on retrouve la qualité des produits, le fait que ce soit des produits locaux et le personnel qui est très agréable. Sur les principales raisons qui font que ce ne serait pas leur magasin d'achat alimentaire de tous les jours, c'est l'éloignement géographique et les prix trop élevés, selon eux. 36% considèrent que Frédici peut être leur magasin alimentaire, donc les forces, je vous le redis, mais produits locaux, qualité produit, faiblesse prix élevé, pas assez de choix sur les hypermarchés qui nous a été remonté. 3 points positifs, je vous les ai cités. Les points gênants, donc vous l'avez peut-être vu à la fin, Frédici a fait le parti pris de caisse automatique, même si on a 2 caisses manuelles. 60% du flux est encaissé en caisse automatique, tout simplement pour le modèle économique. 45% des enquêtés, eux, font leurs courses en fruits et légumes plutôt en hyper, 35% en marché et 19% sur les magasins spécialisés. Et au niveau de la viande, on a encore une grosse proportion d'achat sur la boucherie traditionnelle. Et on avait une représentativité des retraités dans cette enquête qu'on constate aussi au niveau de nos clients. Merci Laurent Vidal. Alors nous avons quelques minutes pour prendre des questions. Si ce modèle économique Frédici vous inspire, oui, monsieur sur la gauche.
Oui, bonjour, Fabrice Caburet, IUT de Dijon, Université de Bourgogne. Je trouve que votre concept est vraiment très intéressant. Donc j'aurais 2 questions à poser, parce que j'ai vu passer une petite chose tout à l'heure là, sur l'ouverture prochaine de la Frédicie à Dijon. Ça va se situer où, la première question? Alors, à Chenauve. Chenauve, d'accord. Pourquoi? Déjà par l'engagement des coopératives, Dijon Céréales et Bourgogne du Sud, qui avaient vraiment la volonté de créer ce magasin. Donc déjà, on avait des coopératives qui souhaitaient s'engager avant même que le premier magasin soit ouvert. Et ensuite, le deuxième point, c'est les opportunités commerciales, en l'occurrence un local qui correspondait à nos attentes. D'accord. Et donc ma question, ce serait, comme vous avez des produits locaux, donc il y a une saisonnalité des produits, on ne joue pas sur les saisons, est-ce que vous pouvez connaître des difficultés d'approvisionnement durant l'année, notamment en hiver? Oui, complètement. Notamment, on a ouvert sur Toulouse au mois d'octobre, donc on était à une période la plus pénurique en production locale. Alors, comme on est sur une couverture de besoins, on avait des agrumes. Par contre, on expliquait d'où venaient nos agrumes et pourquoi on les avait choisis. Et on était toujours dans cette notion de ne pas décevoir sur le rapport qualité-prix. Donc sur la notion de prix, évidemment, c'est un positionnement qui est fait par rapport à ce qui se passe sur notre zone de chalandise. Et sur la qualité, c'est que les équipes les goûtent. Très bien, il y a une question sur ma droite. Madame avait levé la main avant. Écoutez. Oui, bonjour, merci. Je suis Céline Néné du cabinet Alim Avenir et je voulais vous poser une question par rapport au fait que les producteurs qui sont présents donc, dans les Frédicie, je suppose qu'ils n'écoulent pas toutes leurs marchandises par Frédicie. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque de déférencement de ces producteurs dans la grande distribution classique. Est-ce qu'il y a des mesures de rétorsion qui sont parfois prises par ces grands distributeurs? Des mesures de rétorsion. Alors, concrètement, on a la majorité de nos fournisseurs producteurs sont peu présents en grande distribution. Mais aujourd'hui, la coopération agricole au sens large n'a pas subi de pression par rapport à l'ouverture de ce magasin, puisque comme je vous le disais, les coopératives sont présentes à 40% dans l'agroalimentaire de la consommation française. Donc non, il n'y a pas de pression particulière. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toutes les chaînes d'hypermarchés qui sont venues voir notre concept parce que ça les a interpellés. Madame, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Catherine Snouf de l'INRA. Je voulais savoir si ça modifiait le partage de la valeur avec un meilleur retour prix sur les producteurs. Alors, concrètement, il n'y a pas de vraie négociation en Frédicie avec les producteurs. On parle de la couverture du besoin, on fait un inventaire de ce qui existe et on fait ce choix-là. Donc on ne fait pas de pression sur les prix d'achat, mais on explique qu'on se doit d'être dans les prix du marché. Donc par rapport à cette meilleure rémunération, nous, la seule façon de l'évaluer, c'est de se dire que comme c'est le producteur qui nous a donné son prix, il a dû calculer ses prix de revient et il estime qu'il a une meilleure rémunération. La semaine dernière, on était interrogé sur le sujet et on avait des producteurs de viande qui disaient aujourd'hui Frédicie, ce n'est pas une survie pour nous, mais c'est une réelle valeur ajoutée sur le plan de la rémunération parce qu'on n'est pas sur une logique de baisse des prix comme on pouvait le voir, mais plus sur un juste équilibre entre la qualité que demande le consommateur et le prix à laquelle on est capable de lui proposer. Et c'est surtout une valeur ajoutée sur le message qu'on fait passer au travers d'un lieu où finalement ils se sentent bien et il appartient à beaucoup d'agriculteurs. Et donc ils ont cette fierté de parler de leurs produits. Frédicie à l'honneur au Forum Vitagora 2015. Voilà, on parle de vous sur Twitter. J'en profite pour dire que vous pouvez continuer, bien évidemment, à nourrir le fil Twitter. Monsieur au centre de l'auditorium. Bonjour, Jonathan Doué pour le magazine France Snacking. Ça fera partie des thèmes de l'après-midi, mais on observe aujourd'hui une montée en puissance du nomadisme alimentaire et du prêt-à-consommer. Est-ce que c'est une donnée que vous avez pris en compte dans l'achalandage et comment vous avez construit l'offre autour de cela ? Alors concrètement, la force de Frédicie, c'est qu'on évolue vers les tendances de consommation en accompagnant à la fois des producteurs, à la fois des transformateurs. Il est clair qu'on se doit d'y aller. Et aujourd'hui, quand vous allez chez Frédicie, on manque par exemple, de plats cuisinés parce que par rapport à la promesse qu'on donne, on n'arrive pas à la trouver. C'est-à-dire qu'on a des gens qui fabriquent des produits traiteurs sur la région toulousaine, mais sur lesquels il n'y a aucun rattachement de par la matière première au territoire. Donc ça, aujourd'hui, on se dit, ça n'est pas en cohérence avec ce qu'on veut faire, donc on n'est pas capable aujourd'hui de répondre à ça. Donc on tend en fait à le développer en interne. Donc on tend à développer une partie traiteur sur nos boucheries.
lié avec un gros dispositif d'hygiène qualité, parce que là, et c'était souligné ce matin sur l'étude de M. Moati, le côté sécurité alimentaire est stratégique, parce que là, on est sur le développement d'une enseigne, Frédici, et qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une crise alimentaire sur un des magasins. Donc oui, effectivement, il faut qu'on y tende, et je pense qu'on y tendra, mais on doit aller chercher la compétence de chacun, le producteur, le transformateur, et nous savoir le valoriser au niveau du point de vente. On ne peut être qu'admiratif devant la concision de Twitter. Qualité, origine locale et proximité avec personnel, les critères de fréquentation de Frédici. Je pense que c'est assez bien résumé votre positionnement. Laurent Vidal, merci beaucoup pour cette intervention.